La seconde partie de notre débat consacrée ce soir au système éducatif français. Un système éducatif pas très brillant, en tout cas au vu du dernier classement PISA. La France occupe la 25e place sur 65 pays. Elle perd 3 places par rapport au classement de 2009. Alors PISA va-t-il créer un électrochoc comme ce fut le cas en Allemagne en 2001 ? Je vous propose d'écouter la réaction de Vincent Peillon, le ministre français de l'Éducation. C'était à l'Assemblée nationale ce mardi. Nous devons mener ensemble, toute la nation, la refondation républicaine de l'école pour faire en sorte que tous les élèves de France puissent réussir et que les inégalités qui déchirent notre tissu social, qui invalident aussi notre tissu économique, qui créent des blessures civiques, puissent se trouver demain en meilleur état. Ce que nous apprend l'OCDE, c'est que nous avons accepté trop d'injustices. La refondation de l'école de la République, c'est l'excellence, et l'excellence, c'est la justice pour tous. Avant de parler des éventuelles réformes, Jean-Thomas Le Sueur, je voudrais que vous répondiez à Bernard Hugonier qui disait tout à l'heure qu'il était contre ce qui se faisait par exemple à Shanghai, c'est-à-dire des classes finalement par niveau d'élèves, les élites dans une classe, ceux qui sont un peu moins bons dans une autre classe et qu'il fallait privilégier la mixité et l'homogénéisation. Oui, je suis évidemment pas d'accord, puisque le collège unique a fait la démonstration en France quand même de son inefficacité, pour ne pas dire plus. Je pense au contraire qu'on doit aller vers de l'individualisation des enseignements, que les classes par niveau, que aller plus vite, aller moins vite, tout ça ne doit pas être un problème, et que c'est naturellement à l'outil éducatif, à l'institution même, de s'adapter au maximum aux besoins des élèves, et que c'est possible. Donc en effet, je suis là-dessus pas très d'accord avec M. Gonier. Alors concernant justement les réformes, tout d'abord, est-ce que vous croyez en Allemagne? Donc, il y a eu le classement PISA de 2000. L'Allemagne était extrêmement mal classée. Elle a décidé, ça a été un vrai choc pour les Allemands. Ils ont décidé de mettre en place des réformes. Ils ont mis plus d'argent dans le primaire. Des cours magistraux ont été réformés. Il y a un vrai système aujourd'hui d'accompagnement de l'élève. On impose des groupes de travail, parce que vous parlez concrètement aux gens, des groupes de travail par table de 4. Est-ce que c'est le modèle à suivre? Et surtout, est-ce que vous croyez que ce rapport PISA va créer le même choc en France? Je l'espère, je ne peux pas vous avez l'air d'en répondre. douter. On en parlera tout à l'heure. Non, je doute de la capacité de Vincent Peillon à prendre les bonnes options, mais on en parlera tout à l'heure. Le choc, je pense qu'il est relativement présent dans l'esprit des Français. Je pense que les Français plus matures et plus lucides sur leur école que beaucoup des représentants de ces élites, et notamment de ces élites politiques. Donc, moi, je pense que le corps social pourrait entendre un discours de réforme assez ambitieux. Après, quant à ce qu'il faut faire, oui, je pense qu'il y a de bonnes pratiques dans pas mal d'endroits. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, dans l'exemple allemand, il y a des choses à prendre. Et l'un des exemples, c'est même s'il y a eu une partie de la réforme qui a consisté en pas une centralisation, mais une coordination au niveau du Bund, au niveau national, c'est quand même une vraie confiance aux acteurs de terrain. Il y a effectivement un recentrage sur le socle de connaissances. Il y a un certain nombre de mesures, si vous voulez, qui vraisemblablement pourraient être prises. Donc les exemples, à mon avis, là, le cocktail, on peut le trouver. Hein, il est pas, c'est une question de volonté politique et après de pédagogie pour le faire partager aux Français, mais qui, je le répète, à mon avis, ils sont plus près que leurs élites. Si vous avez fait 30 propositions. Quelle est la proposition majeure qu'il faudrait retenir, que Vincent Peillon devrait retenir? Au risque de faire hurler, moi je crois absolument à l'autonomie des équipes pédagogiques. Je pense que c'est important, notamment pour redynamiser précisément un métier qui aujourd'hui se sent assez mal aimé, et l'est d'ailleurs. Je pense que redonner de la liberté d'initiative, de projet, de monter des programmes de travail, etc., aux équipes pédagogiques que sont le chef d'établissement et son corps enseignant. Parce qu'aujourd'hui, le chef d'établissement dépend vraiment du rectorat et en quoi aujourd'hui il n'y a pas d'autonomie? Il y a une vraie dépendance Nous, on va loin. Moi, je pense qu'il pourrait être autonome en matière de recrutement, donc en matière de licenciement, qu'il pourrait avoir une vraie marge de manœuvre en fonction du public qu'il a sur l'adaptation des programmes, justement sur l'organisation des cours, Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un chef d'établissement ne peut pas aujourd'hui recruter un enseignant. Ça passe par le rectorat. C'est le rectorat qui... Voilà, donc plus d'autonomie. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Rémy Jarre? Pas du tout. Le pays d'Europe qui est allé le plus loin dans l'autonomie de son système éducatif, c'est la Suède. La Suède est au fond du classement PISA. C'est une catastrophe en Suède, alors qu'ils étaient beaucoup mieux classés il y a quelques années. Ça ne marche pas du tout, ce système-là, parce qu'on croit faire de l'autonomie en faisant ça. En fait, nous, on connaît bien le fonctionnement d'un établissement scolaire. L'autonomie, le chef d'établissement et ses équipes, généralement, c'est l'autonomie du chef d'établissement tout seul. Et puis ses équipes, ensuite, elles vont se débrouiller par rapport à ça. Donc, c'est remplacer une tutelle nationale
qui a le mérite d'être égalitaire, qui a le mérite de ne pas discriminer, qui a le mérite de ne pas juger sur des critères complètement subjectifs, par une tutelle locale qui n'est pas forcément mieux placée de ce point de vue-là. Donc non, ce qu'il faut faire, c'est vraiment recentrer sur les fondamentaux et sur la formation, le recrutement et la formation des enseignants. On a fait n'importe quoi. Mais Vincent Peillon a là-dessus. commencé là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il fait? Alors, ça s'appelle plus IUFM, on change de thème. Là, c'est des ESPE, École supérieure du professorat et de l'éducation. IUFM, je dis pour nos téléspectateurs, avant c'était Institut universitaire de formation des maîtres. Est-ce que ce qu'il est en train d'engager, cette réforme des enseignants, est-ce que ça vous paraît solide? Alors, on espère que ça va être mieux que les IUFM, parce que les IUFM ont été l'une des causes majeures des catastrophes qui se sont produites à l'école primaire. La question des méthodes de lecture, par exemple, qui est toujours un problème énorme en France. Oui, non, mais on a changé les méthodes de lecture. Mais on a fait on nous n'importe explique quoi. qu'il faut On a fait apprendre comme ça à lire à nos enfants l'année d'après. On a vraiment autrement. fait n'importe quoi. Ensuite, on a tout simplement supprimé la formation. Alors là, comme ça, au moins, il n'y en avait plus. C'était pratique pour les professeurs, donc c'était pas un meilleur système. Là, on revient à une formation, c'est déjà ça de prix. Nous, on veut vraiment que cette formation soit faite par des professeurs de terrain et sur des bases, et j'allais même dire sur des bases scientifiques un peu stables, qu'à un moment on dise on apprend à lire comme ça, on n'apprend pas à lire d'autre manière. Juste une parenthèse, elle doit se faire le plus possible sur le terrain, cette formation. Bien sûr. Vous avez tout à fait raison, c'était une vraie erreur de supprimer toute formation, pour le dire rapidement. Donc c'est bien qu'on y revienne, mais la formation, elle ne doit pas non plus être... Il ne faut pas que les profs soient enfermés dans leur salle de cours à eux, il faut qu'ils aillent au maximum se frotter à la réalité des écoles. Tout à fait. Oui, alors justement, là, il n'y avait pas aussi un problème, parce qu'on parlait d'inégalité sociale, par exemple, dans ces zones d'éducation prioritaire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on envoie des professeurs qui ne sont absolument pas formés, ce sont souvent des jeunes qui ont très peu de formation? Est-ce qu'il ne faudrait pas là envoyer plutôt les professeurs qui ont justement une grande expérience? Bernard Gonier. On peut s'inspirer de Shanghai, comme l'a dit notre collègue, c'est que indiscutablement dans ce pays-là, on envoie les professeurs les plus aguerris, les plus expérimentés, pour avoir à traiter les élèves qui sont en grande difficulté. En conséquence de quoi, on a de bien meilleurs résultats. En France, il y a une très forte résistance du corps professoral, et notre ami pourra nous expliquer pourquoi. Mais indiscutablement, on voit bien que les professeurs qui sont les plus expérimentés ne sont pas volontaires pour aller dans les zones d'éducation prioritaire. Et en plus de ça, ceux qui viennent des écoles, qui sortent des écoles et des universités, qui vont dans les zones d'éducation prioritaire, leur première priorité, c'est d'en sortir le plus rapidement possible. Donc il y a une rotation très très importante du corps et professoral dans ces écoles, qui fait qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'homogénéité, et en conséquence, il y a une espèce de dilection de l'éducation qui est massive. Donc il faut changer tout ça. Et justement, ça se passe comment à Shanghai concernant la formation des professeurs? Est-ce qu'ils sont, par exemple, en Allemagne, je crois qu'il y a des enseignants, ils ont un tuteur pendant un an, 2 ans, justement, qui les suit sur le terrain, qui leur explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que c'est comme ça à Shanghai? Alors, à Shanghai, il y a 2 universités qui sont spécialisées en former des professeurs. C'est comme en France, on appelle ça aussi normal supérieur. Normal supérieur. Mais là, vous êtes dans le haut du... Les écoles normales, c'était ça. D'accord. Je pensais parler de l'école normale supérieure. D'accord. Et c'est là où on forme des professeurs pour les collèges, pour les lycées et pour aussi les universités. Donc après, quand les professeurs sortent de l'école, on les envoie à différentes écoles, lycées, collèges pour des stages pendant 2 ans. Et après, c'est ces écoles qui décident s'ils prennent ce professeur. L'autonomie dont parlait Jean-Thomas Le Sueur tout à l'heure, l'autonomie finalement du recrutement des professeurs. Mais est-ce que là aussi, ça ne crée pas des inégalités dans le fond, Des inégalités des inégalités, c'est-à-dire que certains lycées, certains collèges auront des proviseurs qui seront meilleurs que d'autres. Enfin, ça recrée aussi un jeu d'inégalités, non ? Mais vous faites vraiment pas confiance aux acteurs de terrain, c'est très jacobin comme vision. Mais non, mais précisément au contraire, d'abord, ce dont vous témoignez, c'est que vous faites vôtre en fait la société de défiance que tout le monde critique et que tout le monde regrette. Quand vous dites, excusez-moi Monsieur Gérard, quand vous dites on va remplacer une tutelle nationale égalitaire, il faudrait déjà discuter par des potentats locaux, vous entendez que forcément tous les directeurs d'établissement vont être des petits chefs. Mais pourquoi ne pas faire confiance
a priori, alors évidemment qu'il faut des processus d'évaluation, de surveillance, il faut taper sur les doigts quand ça fonctionne pas, naturellement. Mais pourquoi, a priori, ne pas faire confiance aux acteurs de terrain et au cercle vertueux de la confiance qui peut se créer? On est précisément une société bloquée parce qu'on manque de confiance. Et vous nous expliquez que la clé de la confiance, ce serait la tutelle nationale. Il me semble quand même qu'on fait l'expérience depuis 40 ans que cette tutelle nationale, elle fabrique pas ça. Et elle fabrique des inégalités en plus. La tutelle nationale, elle a vraiment plus de 40 ans d'existence. Enfin, notre école n'a pas toujours été non plus dans l'état dans lequel elle est. C'est-à-dire la maternelle, par exemple, c'était quelque chose que le monde entier nous a envié, qui fonctionnait très très bien, qui fonctionne beaucoup moins bien aujourd'hui. Quand je parle de tutelle nationale, c'est pas quelque chose qui serait absolument terrible et rigide. C'est des questions de programme, mais de définir nationalement, effectivement, ce que les élèves doivent apprendre. Les Pays-Bas n'ont pas de programme. Voilà. Mais écoute, je pense il y a des objectifs annuels, mais il n'y a pas de programme national. On joue sur les mots, là. Le problème avec ce libéralisme, c'est que si vous avez la possibilité pour les chefs d'établissement de recruter les professeurs qu'ils entendent recruter, vous allez avoir le pendant, c'est-à-dire que les professeurs vont devoir postuler dans les écoles où ils veulent enseigner. Donc vous aurez forcément les meilleurs professeurs qui sortent des meilleures écoles. C'est ça, donc ça recrée des inégalités. Et qui iront dans les meilleures écoles, dans les meilleurs lycées, et vous aurez les autres qui sont les qui iront dans les zones les plus favorisées. Donc vous allez avoir de très fortes inégalités. Sauf que par exemple la création des charter schools aux États-Unis ont prouvé que vous pouvez avoir. Ils n'ont rien prouvé du tout. Il y a juste 6 000 établissements nés en 10 ans. C'est quoi, pardonnez-moi, Jean-Thomas? C'est des écoles totalement libres. Et vous appelez ça comment? Charter school, les écoles qui sur charte, avec le système du chèque scolaire. Il y a des écoles, d'innombrables écoles qui ont ouvert, y compris dans des quartiers défavorisés. D'ailleurs, je parle des charter schools, j'ai tort. Je devrais parler de l'école Alexandre Dumas à Montfermeil. À Montfermeil, au pied des tours, école totalement privée, 120 élèves, ça tourne du feu de Dieu depuis deux rentrées, pardon. Donc, enfin voilà, vous avez une vision, je trouve, très fixiste et très centralisatrice de l'éducation. Jean-Rémy Girard, tout à l'heure Bernard Hugonnier parlait de la résistance du corps professoral. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot? Le corps professoral, par exemple, sur l'exemple des ZEP, on envoie en ZEP les professeurs les plus jeunes. Zone d'éducation prioritaire, voilà. On le dit pour nos téléspectateurs. Ce qu'il faut voir, c'est que les professeurs plus âgés, ils y sont déjà allés. Hein. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont été jeunes un jour, et donc eux aussi, ils sont allés en ZEP un jour. Et là, est-ce qu'on ne devrait pas faire l'inverse, justement? C'est-à-dire, là, je prends sur un plan vraiment très très court terme. Si vous demandez aujourd'hui aux professeurs, entre guillemets, plus expérimentés, il faudrait voir ce qu'on met derrière expérimenté d'ailleurs, de retourner dans les ZEP, justement, qui se sont évertués à quitter, je ne suis pas certain qu'ils vous regardent avec un grand sourire et qu'ils vont vous dire « Mais oui, bien sûr, ça va me faire plaisir de me reprendre pour 5 ou 10 ans de ZEP. » C'est ça qu'il faut voir aussi. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas valoriser aussi ce métier d'enseignant un peu plus, justement, inciter via une hausse de salaire, justement, pour les professeurs qui vont dans ces zones qui iraient, en tout cas dans ces ZEP, ces zones d'éducation prioritaire. Là, pour le coup, c'est une mesure très positive de Vincent Payon, c'est qu'il va mettre une pondération des heures dans les établissements les plus difficiles, où une heure vaudra 1,1 heure. C'est-à-dire qu'en gros, un professeur certifié aura près de 2 heures de moins de cours, ou alors il pourra faire 2 heures supplémentaires de plus, qui correspond à une revalorisation. Ça, c'est une très bonne mesure, parce que ça va donner plus de temps aux professeurs, ça va leur donner de meilleures conditions de travail. Voilà, maintenant, il faut aussi travailler sur des questions telles que les questions de l'autorité. En France, les cours se passent souvent pas bien, l'autorité du professeur. C'est la faute de qui, ça? C'est une faute assez globale de la société en général, parce que les professeurs sont un métier qui sont déconsidérés de par leur rémunération, de par notamment ça. Mais est-ce que vous pensez que s'ils gagnaient plus, ils seraient plus respectés par les élèves? Bien sûr, c'est une partie des choses. En Allemagne, les professeurs gagnent beaucoup plus qu'en France, de ce point de vue-là. 30% de plus. Voilà. Je crois que ça gagne combien à peu près un enseignant qui démarre? C'est quoi, 1 600 € à peu près par mois? C'est combien? 1500 par là. 1500, 1600. Et en fin de carrière? En fin de carrière, ça dépend dans quel corps il est. Mais on va rarement, sauf des cas exceptionnels d'agrégés, etc., on va rarement dépasser les 3000 € et quelques. Et alors qu'en Allemagne, c'est 30% de plus. Nous, on avait fait une étude il y a 2 ans sur la dépense publique et on avait été très surpris de trouver ces chiffres. Et pour ne rien vous cacher, au début, on pensait qu'on s'était trompé. 30% si on cumule primaire et secondaire, les profs, plus 30% précisément de salaire. Alors plus 11% de temps de travail, excusez-moi quand même. Mais non. Alors les cours font 10 minutes de moins, on oublie souvent. Oui, mais voilà, il y a un vrai sujet de revalorisation du métier, non seulement sur un plan financier, mais aussi sur un plan social. Je ne voudrais pas parler pour les enseignants, excusez-moi, j'ai oublié de... Non, c'est pas grave, ça arrive, on laisse le téléphone ouvert, c'est le direct. Mais je crois qu'il n'y a pas que le salaire qui compte dans la motivation des enseignants. Il y a aussi la possibilité pour les enseignants d'avoir une carrière. Alors généralement, c'est très très plat, leur carrière. Ils commencent à 20 ans et jusqu'à 65 ans, ils enseignent la même chose. C'est pas très passionnant. Deuxième chose, s'ils ont la possibilité d'avoir... d'autres responsabilités et d'être adjoint, par exemple, du directeur en matière de pédagogique, décidément. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Ils ne veulent pas me lâcher.
Voilà, donc il n'y a pas que le salaire qui compte. Je crois qu'il y a d'autres choses. Hein. L'évolution de carrière aussi, la motivation. Oui. Yaya Yang, justement, à Shanghai, ça se passe comment? D'abord, est-ce qu'un professeur gagne bien sa vie? Alors, un professeur, ça dépend quel niveau il a. Quel niveau, je veux dire, c'est à collège, c'est au lycée, c'est à l'université. Mais quand vous entendez, par exemple, en moyenne en France, un professeur qui démarre, c'est 1 500, 1 600 euros par mois. Et c'est très peu par rapport à ce qu'on gagne, à ce qu'un enseignant gagne à Shanghai, par exemple, dans un collège plutôt mieux classé à Shanghai, il démarre avec entre 2000 et 2500 euros. Il faut voir aussi le niveau de... C'est la même chose, là, on passe quasiment du simple au double. Et sachant qu'il n'y a pas de SMIC, cette idée en Chine, donc ça veut dire que par rapport à la qualité, au niveau de vie, il gagne déjà beaucoup. Et après, il y a beaucoup de small class, donc des écoles secondaires après l'école. Donc, ils gagnent encore plus davantage grâce à ça. Et donc, c'est plutôt encourageant pour un enseignant de continuer dans sa carrière parce que rien que le plan financier, c'est intéressant pour un enseignant là-bas. Ce qui n'est pas le cas en France. Et il y a ce constat d'un internaute, on va terminer là-dessus, les élèves français sont plutôt démotivés car il y a de moins en moins d'espoir de décrocher un bon poste. Est-ce que ça joue aussi justement dans la motivation, justement de savoir pour ces jeunes, quand ils auront le baccalauréat en poche ou même plus tard une licence, et bien que ce n'est pas évident, qu'ils n'ont peut-être pas des chances de trouver un emploi? Oui, c'est-à-dire que le niveau de recrutement monte. Alors on fait monter les chiffres du baccalauréat, on fait monter les chiffres des licences, sauf qu'effectivement on fait monter aussi le niveau de recrutement. Donc aujourd'hui, avec un baccalauréat, on n'a pas grand-chose. Donc il va falloir voir ce qui se passe après. On comprend qu'il y a une vraie démotivation, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, ils se demandent s'ils vont avoir un métier demain et le baccalauréat, ça ne leur permet pas du tout d'avoir un métier. Peut-être un mot là-dessus. Je crois que le principal problème, c'est que nous avons un système où l'objectif premier est la transmission de connaissances. Transmission de connaissances, je veux dire que comme ça, on peut passer un examen, on a un diplôme et on a un travail. Et on s'aperçoit que finalement, ce système mène à l'échec, parce que vous avez 25% de jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Alors qu'en Allemagne, c'est 8%. Donc c'est 3 fois moins. C'est quand même très important. C'est quand même incroyable même. Donc, et pour quelle raison? C'est qu'en Allemagne, ils ont une école technique et professionnelle qui permet aux jeunes d'acquérir des compétences leur permettant d'avoir très rapidement un emploi. Donc, il y a une alternance en fait entre... Oui, en plus, il y a l'alternance qui était un des sous-systèmes. Mais c'est très important de voir qu'il faut compléter le système éducatif qui est principalement axé sur la transmission de connaissances vers aussi l'acquisition de compétences permettant d'avoir un emploi. Donc une éducation qui soit plus pertinente, plus positive. Jean-Thomas Le Sueur, un dernier mot. Oui, les deux dernières interventions sont intéressantes. On sent bien que l'école est à bout de souffle et qu'elle est dans le même état que son écosystème et que l'écosystème français du modèle politique et social français est quand même malade et fatigué. Ça se tend partout, si j'ose dire, et l'école en est assez naturellement le thermomètre, si j'ose dire. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez là. Vous avez bien éteint votre téléphone, là, Bernard Hugoni, c'est bon ? Oui, j'ai éteint. Formidable. Vous restez là. On va rejoindre Karim Yayaoui pour les réactions sur les réseaux sociaux, justement, à ce classement PISA. Alors, des réactions assez nombreuses, et puis il y a aussi un certain nombre de journalistes, de spécialistes qui se sont exprimés. Ici, c'est un blog abrité par Les Échos, où on a le point de vue de Dominique Seux. Lui, il n'y va pas de main morte. Il parle d'un scandale français de l'éducation. Il explique que les milieux de l'éducation, depuis des années, n'ont qu'à la bouche le mot d'égalité. Pourtant, lorsqu'on regarde ces résultats, on a le sentiment que la France a beaucoup de mal à assurer la promotion sociale. Sur le site des Échos, on évoque aussi les solutions qui seraient possibles parce qu'on connaît déjà certaines difficultés et certains points sur lesquels il faudrait travailler, peut-être les rythmes scolaires, les programmes. En tout cas, on parle beaucoup de ce sujet et même sur les réseaux sociaux, on s'en inquiète avec ce tweet par exemple de Yann Maël qui écrit « Selon PISA, notre système est élitiste, désuet, coûteux et inefficace. À quand un Grenelle de l'éducation ?» Donc beaucoup appellent de leur vœu une remise à plat du système éducatif. Et puis, il y a cet article du Huffington Post qui est intéressant parce qu'il souligne que ces mauvais résultats, c'est peut-être une bonne chose pour Vincent Peillon parce que ça lui permettrait de lancer des réformes justement en argumentant sur ces mauvais résultats.
comme à chaque fois, chacun se renvoie la balle, notamment au niveau politique. Certains, sur les réseaux sociaux, n'hésitent pas à montrer du doigt ceux qui ont été au pouvoir pendant un certain nombre d'années. Ici, on découvre Nicolas Sarkozy, François Fillon et des anciens ministres de l'Éducation, Xavier Bertrand et Xavier Darcos. C'est un tweet de cet internaute. Châtel. Châtel, pardon. Luc Châtel. Luc Châtel et deux nitros politiques qui considèrent que ce sont ces hommes qui ont sacrifié l'éducation et l'avenir de dizaines de milliers d'enfants. Alors, évidemment, à droite, on réagit aussi. On avait cette interview de M. Wauquiez, qui était ce matin du côté de BFM, et lui sort un carton rouge à Vincent Payon. Le problème, c'est que cette étude ne concerne pas directement Monsieur Payon. Et évidemment, les socialistes, notamment Christophe Castaner, n'ont pas hésité à lui rappeler, parce que cette période qui a été évaluée concernait 2009-2012. Alors la journée était un petit peu difficile pour Monsieur Wauquiez, puisqu'il était, je vous le disais, du côté de BFM, et on lui a posé une question qu'on pouvait trouver, qu'on pose aux étudiants, aux élèves pour déterminer le niveau. Et regardez, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Dans une pizzeria, la pizza de base comporte 2 garnitures, fromage, tomate. Vous pouvez y ajouter des garnitures supplémentaires à choisir parmi les 4 suivantes, olives, jambon, champignons, salami. Thierry veut commander une pizza avec 2 garnitures supplémentaires. Entre combien de combinaisons différentes Thierry peut-il choisir? Attends, il y a deux bases de pizza et il veut choisir 2 garnitures supplémentaires. Voilà. Bah 4. Non, c'est 6. Pourquoi? Bon, parce que c'est 6. Jean-Thomas Le Sort, franchement, moi j'ai fait un petit test PISA aussi parce que je suis allée voir quand même sur les maths. Alors je suis nulle en maths, mais franchement, j'ai pas compris grand-chose. C'était avec une clé USB, des gigas, il fallait faire... Enfin, la question qu'on se pose aussi, parce qu'on ne l'a pas posée tout à l'heure durant ce débat, est-ce que ces tests, vous voyez, est-ce que ça correspond à ce qu'on demande aujourd'hui dans les classes de mathématiques? Je ne suis pas l'homme qui peut vous répondre. Moi, j'ai eu 2 en maths au bac. Ah, voilà, je ne suis pas seule. Bernard Hugonnier. Si on pose une question aux jeunes Français et que cette question relève du programme, ils font très bien. Et vous sortez du programme, vous appliquez le programme, c'est-à-dire vous leur posez un problème de la vie quotidienne, de tous les jours, ils ne savent pas répondre dans la plupart des cas. Le problème, c'est souvent le français dans les maths là-dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on contextualise avec beaucoup de textes, avec beaucoup de situations, de mots, etc., finalement, quand on évalue les maths, on évalue en même temps la maîtrise du français. Et des élèves qui sont mauvais en français vont immédiatement être mauvais en maths. Et de ce point de vue-là, je reviens sur les fondamentaux. Ce que vous voulez dire, c'est par exemple dans le cas de Laurent Wauquiez, c'est qu'il a un petit problème au niveau du français. Peut-être qu'il a suivi la méthode globale, mais vu son âge, a priori, non. Pas trop. En même temps, on s'améliore dans la compréhension de l'écrit dans PISA 2012, mais on dégringole un petit peu dans les mathématiques. Donc c'est un petit peu contradictoire. Oui, alors ensuite, la compréhension de l'écrit, ça recouvre beaucoup de choses. Ça, on n'en a pas discuté. Hein. Mais c'est vrai que ça ne juge pas forcément exactement de la maîtrise de la langue française, toujours la compréhension de l'écrit. Karim, Boris Johnson. Alors, on va parler un petit peu de Boris Johnson. Il a fait le malin, lui, et ça s'est retourné contre lui. C'est un petit peu la même histoire. Boris Johnson a eu une déclaration qui a choqué beaucoup de monde ces derniers temps et qui ferait passer Margaret Thatcher pour une gauchiste. Alors, Boris Johnson a expliqué que dans le monde, il y avait un certain nombre de personnes, 2%, qui avaient un QI de 130 et plus, et il y avait 18% de la population qui avait un QI en dessous ou autour de 85. Pour lui, il faut les laisser tomber ceux-là et s'occuper seulement de ceux qui ont 130 de QI. Alors évidemment, ça a suscité un vrai tollé en Grande-Bretagne. Tout le monde s'est éloigné de ces déclarations. Et ce qui devait arriver est arrivé. On lui a fait un test de QI à la radio et il a lamentablement échoué. Il a réussi à répondre à aucune question. Alors c'était seulement quelques questions d'un QI. Et sur un certain nombre de sites, ici c'est Change, eh bien, on l'invite à faire un test de QI en entier pour voir s'il mérite d'occuper son poste et s'il mérite son salaire. Tandis que The Independent ironise: êtes-vous aussi intelligent que le maire de Londres? Allez, est-ce qu'on peut passer, on va se faire plaisir, on va écouter une chanteuse libanaise, c'est ça? Elle est américaine. Elle est américaine, voilà, c'est ça. Mais elle chante en arabe. Mais elle ne parle pas un mot d'arabe. Mais elle chante à la perfection en arabe. C'est le phénomène en ce moment sur Internet. On se quitte en musique, donc. Voilà. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci Karine d'être venue. Elle s'appelle comment votre chanteuse, qu'on donne quand même son nom? Elle s'appelle Jennifer Trout, je crois. Voilà, Jennifer Trout, elle est américaine, elle vit au Liban, elle chante en arabe, mais elle ne parle pas arabe. On se quitte en musique. Très belle soirée, à demain, 19h10.